Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition, le sommaire. Le gouvernement béninois a mené plusieurs actions dans le cadre de la lutte contre la transhumance au Bénin. Le ministre Gaston Dossoui est revenu sur ces actions lors d'une émission spéciale. Des détails dans cette édition. Après leur audition à la Criette le 1er octobre 2024, Olivier Bokor et Oswald Omeki ont été mis sous mandat de dépôt dans l'affaire tentative coup d'État. Des citoyens béninois se sont prononcés sur l'actualité. En Géorgie, la loi restreignant les droits LGBT+, a été promulguée par le président du Parlement. Des précisions dans un instant. Vous recherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir, je l'annonçais en titre, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, lors de l'émission spéciale dénommée Reddition de comptes PAG 2021-2024, a rappelé les efforts du gouvernement béninois dans la lutte contre la transhumance. Suivons ensemble. Le PROSER, projet de sédentarisation des élevages de ruminants, est la nouvelle formule que le gouvernement du Bénin a eu le courage d'introduire dans l'univers de l'élevage en général et l'élevage des ruminants au Bénin pour réduire, premièrement, la question de conflit entre agriculteurs et éleveurs. Deux, pour réduire la question de sécurité en rendez-vous. Parce que dans un passé récent, les animaux pouvaient venir de n'importe quel pays chez nous. Depuis 3 ans, nous avons dit non à la transhumance internationale. Puis, à l'intérieur, la transhumance interne est réglementée. Les départements qui ont un poids de cheptel supérieur à la disponibilité de fourrage naturel pourraient juste, et c'est le département de l'Aliborie seul, pourrait descendre un peu dans la région du Borgou, mais il ne dépasserait jamais la limite de Sabé. Les autres départements, les animaux restent dans leur environnement. C'est une première approche de réduction de la mobilité sur longue distance. Progressivement, nous arrivons à aussi amener les animaux à rester dans leur campement pour manger et boire dans leur campement. C'est ça la sédentarisation. Il n'est pas question de dire on a fait claustration des animaux, on les a figés sur place. Non, ce n'est pas encore cela. Mais les animaux ne doivent plus aller sur de longues distances. Et vous avez c'est réduit au mieux leur déplacement. Les communautés d'éleveurs ont dit les avantages qu'ils ont dedans. Leur troupeau est sécurisé. Pendant la saison 16, les animaux ne vont pas loin. Les femmes continuent toujours de trouver le lait. Et ça, dans la gestion de l'économie familiale, chez l'éleveur, c'est fondamental. Puis après, le contrôle des naissances, le contrôle de la santé des animaux, cela arrive. Bref, ce qui est à travers ce programme, qui n'est plus un projet, ce programme, est que dans une première phase, nous habitions les gens à changer de paradigme pour que on ne considère pas que la nature nous donnera le foin, le fourrage, mais nous pouvons cultiver le fourrage pour nos animaux. De deux, habituer les gens à utiliser les résidus de récolte pour alimenter nos animaux. Puis enfin,
on arrivera petit à petit à dimensionner la taille de nos troupeaux par rapport à la disponibilité alimentaire, ce qui ferait que même par rapport aux voisins immédiats n'auront pas. Mais en attendant, il y a lieu de commencer progressivement pour sécuriser les espaces sur lesquels ces éleveurs sont. Généralement, on dit c'est des nomads, eux, ils n'ont pas de terre ici. Non. Des gens qui ont vécu quelque part 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou bien ils sont même, leurs parents sont nés là, eux-mêmes sont nés, on a dit qu'ils n'ont pas de terre. Non. L'État organise maintenant la sécurisation foncière pour que les espaces qu'ils occupent et qui sont délimités rentrent dans le patrimoine de l'État et l'État met à leur disposition pour qu'ils puissent exploiter à des fins agropastorales. La seule chose qu'ils ne peuvent pas avoir, c'est la possibilité de vendre ces domaines-là. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'il y a même des exploitations où les gens peuvent produire le fourrage, emballer et vendre. Bientôt, nous aurons des kiosques fourragers. Comme nous avons des kiosques de pain, on aura des kiosques où vous allez, des gens qui ont 1 mouton, 2 moutons à la maison, où on a acheté pour garder pour quelques jours avant de faire les sacrifices qu'il faut. Vous irez au kiosque, vous achetez votre foin, comme on achète l'aliment de chien dans un supermarché, et vous donnez à l'animal à la maison. Voilà les choses que nous sommes en train de faire progressivement. Dans la nuit du mardi 1er octobre, le juge des libertés de détention de la Cour de répression des infractions économiques et de terrorisme, CRIET, a décerné des mandats de dépôt contre l'homme d'affaires Olivier Bokoy et l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki. Quelques citoyens béninois ont commenté cette actualité. Ils sont au micro de Francis Olafahami et de Djesougo Benou. Les gens nous ont dit qu'il y a une tentative de coup d'État. Avec tout ce que nous avons entendu en ligne comme dans les journaux. Finalement, ils ont été présentés avant-hier. Et pour le moment, on nous dit qu'ils sont mis aux arrêts dans les prisons. Pour nous, citoyens béninois, ce n'est pas un truc qui nous dit que ça ne dit pas grand-chose. Le Bénin, vraiment, c'est un pays de paix. Mais j'ai entendu cette information, ce qui m'a fait truc. Parce que je n'étais pas sûr de ça. Mais durant plusieurs années, moi, je n'ai jamais vu le Bénin dans ces cas de tentative de coup d'État. Mais on entend parler, mais quelque chose qui n'a pas été une réalité. Bon, ils l'ont dit, mais ça ne s'est pas passé. C'est pourquoi moi, je ne crois pas à ça. Jusque-là, je ne crois pas à ça. On aurait étudié, appris que la politique, c'est la science du possible. Mais ce que nous vivons, ces 9 dernières années au Bénin, c'est autre chose. Et c'est triste. Si je m'en tiens à ce qu'a dit le procureur lui-même face à son point de presse, je ne peux pas croire qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Puisqu'il a présenté des trucs. Que ce soit Omeki ou que ce soit l'autre, on dit que l'autre n'est que l'exécutant, l'autre est quelqu'un qui est le bailleur, comme on dit. Moi, je ne suis pas sûr, je ne crois pas à ça. Bah, si c'était vrai, au moins quelqu'un d'eux allait répondre coupable. Mais voilà que tous maintenant les trois disent que celui-là dit, ils sont en train de nier les faits. Donc ça veut dire que c'est un truc faux. Si effectivement il y a une tentative de coup d'État, moi je me dis en tant que citoyen lambda, on n'a pas besoin de ça. Les Béninois n'ont pas besoin d'un pouvoir militaire. Et que si ça s'est vraiment avéré, que les gens effectivement ont la main dans cette affaire, que la justice puisse faire son travail. Et de deux, sachez que le peuple béninois aspire à la paix. Nous voulons la paix dans notre pays, malgré tout ce qui se dit. Les gens vont répondre si vraiment les trucs sont avérés. En tant que citoyen lambda, c'est de leur dire, ce n'est pas quelque chose qui émeut le Béninois. Ça ne veut rien dire pour le Béninois parce qu'il y en a tellement de choses qui ne permettent pas aux Béninois d'y croire.
L'histoire dit que ce que les parents ont de plus grand, la grande richesse que les parents ont à léguer aux enfants, aux générations futures, c'est l'éducation que les parents ont donnée. Quelles sont l'éducation que nous donnons maintenant à travers nos comportements entre nous-mêmes? 2 frères, 2 amis, c'est honteux. Je suis attristé. Les présidents des parlements béninois, ivoiriens et béninois, les présidents des parlements béninois et ivoiriens ont été reçus par le chef de l'État togolais le mardi dernier, sur marge de la 2e session ordinaire parlementaire de 2024. À l'occasion, Louis Vlavonou et Adama Bictogo ont échangé avec le président togolais sur des sujets liés aux relations d'amitié et de coopération entre le Togo et leurs pays respectifs. Ils ont également abordé les questions de paix et de développement ainsi que la lutte contre le changement climatique dans la sous-région. À l'occasion, Louis Vlavonou et Adama Bictogo ont aussi félicité l'homme fort du Togo pour son implication personnelle dans la consolidation de la paix et la stabilité et dans la lutte contre le terrorisme transfrontalier dans la sous-région ouest africaine. Autre information dans cette édition, le réseau des supporters de Coton Sport Bénin entre dans la phase active de distribution des kits scolaires et bourses d'études aux enfants démunis par le biais de la fondation EAC Bonino. Ces émissaires se sont rendus le mardi dernier à Komé et à Lalo. Le reportage est signé Larius Adiagueno. Le projet EAC Bonino 2024 met le cap sur les départements du Mono et du Koufo 4 jours après son lancement officiel à Cotonou. Commune de Komé, première étape de l'opération de distribution de kits scolaires et de bourses d'études aux enfants issus des milieux défavorisés. Ici, 200 écoliers des groupes pédagogiques de l'école urbaine Centre bénéficient de cet appui de la fondation EAC Bonino. Le nom le dit, EAC Bonino. Et vraiment, Bonino nous a rendu visite ce matin. Vraiment, nous sommes heureux. Et nous félicitons les responsables. Et nous leur souhaitons vraiment longue vie. Que le projet perdure dans le temps. Et que les responsables connaissent une bonne santé. Afin de toujours venir au secours des plus démunis de la République. Je suis contente de recevoir ce kit scolaire. Je promets à la fondation EAC Bonino que je réussirai à mon examen. Pour faciliter à Antoinette et à ses camarades, candidats au CEP 2025, les émissaires de la fondation leur annoncent une bonne nouvelle. Soyez rassurés, vous irez effectivement à l'examen. Parce que le président Lionel Talon a pris les dispositions pour cela. Vos frais d'examen seront réglés en totalité. Les parents n'auront plus à se chiner, à souffrir, à se peiner pour pouvoir mobiliser les frais d'inscription. La fondation EAC Bonino a démontré qu'elle est avec la population et qu'elle soutient la population. C'est ça surtout qui nous comble de joie. Quelques kilomètres avalés et nous voilà à Lokogba, un arrondissement de la commune de Lalo, dans le Koufo. La fondation EAC Bonino va poser le même acte, mais élargi ici aux élèves du secondaire. Il y avait un manque de fourniture dans beaucoup de cas aussi. Moi, je suis très heureuse par rapport à ce qu'ils ont fait. Je promets de continuer mes études jusqu'à avoir le bac. Les parents des apprenants louent la démarche de la fondation EAC Bonino et expriment leur gratitude à ses responsables. Nous vous remercions et nous remercions également votre idée, votre initiative, puisqu'aujourd'hui ça a soulagé beaucoup de personnes. Et nous remercions le chef d'État, son excellence Patrice Talon. On remercie le père d'avant d'aller au niveau du fils, Lionel Talon. Nous remercions la fondation EAC Bonino qui vient d'offrir ces kits aux enfants pour les soulager et pour soulager également les peines des parents. Après les étapes de Komé et de Lalo, le projet EAC Bonino va mettre le cap sur la commune de Niki dans le Borgou.
L'organisation non gouvernementale GRAFED a réuni lundi dernier des professionnels des médias le temps d'un atelier de plaidoyer à Ouida. Cette rencontre vise à mieux disséminer les résultats du projet de mobilisation des ressources gouvernementales pour l'accroissement et la sécurisation de l'approvisionnement en produits de santé reproductive SR. Le point avec Setoné Larius Adjagouno. À quelques jours de la fin du projet de mobilisation des ressources gouvernementales pour l'accroissement et la sécurisation de l'approvisionnement en produits SR au Bénin, l'ONG GRAFED partage les résultats obtenus avec les journalistes au cours d'un atelier d'appropriation le 30 septembre 2024 à Ouida. Cette rencontre est la dernière d'une série de rencontres que nous avons organisées à l'endroit des journalistes. Ce projet, au bout des 2 ans, a eu le mérite de voir que le gouvernement du Bénin a quand même eu à respecter son engagement financier, ou du moins l'engagement de FI 2030 et de partenariat de Ouagadougou. Avant l'échéance, le Bénin a déjà alloué plus de 400 millions de francs CFA à l'achat des produits contraceptifs en 2024. Même si les signaux sont ouverts, il urge d'assurer la veille avec le concours des acteurs des médias. Des points d'ombre suscitent, nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons continuer le plaidoyer pour qu'à un moment donné, le gouvernement ne dise pas « nous avons déjà trop fait, on a d'autres priorités ». Je félicite le DE de GRAFED pour l'initiative de cet atelier, parce que cet atelier vient au lendemain de la Journée mondiale de la contraception. Et vous savez très bien que la Journée mondiale de la contraception fait partie des journées phares que nous célébrons au Bénin pour booster la planification familiale au Bénin. Nous demandons donc aux organes de presse ici présents, dans cette salle, de porter notre voix plus loin pour une appropriation des résultats obtenus. Les participants, membres de la plateforme Média Santé, PMS Bénin et du réseau des journalistes pour les droits en santé sexuelle reproductive, RJDSSR, réaffirment leur engagement pour cette cause. Nous devons remercier et saluer, la vision du gouvernement qui est en place, qui a vu juste en accordant ces financements-là. Vous savez aussi que lorsque les régimes changent, parfois il y en a qui viennent et qui ne trouvent pas prioritaire certaines actions que le peuple, dont le peuple a besoin. Alors nous, en tant que journalistes, nous devons continuer la veille, nous devons continuer l'alerte pour que ce qui a bien démarré de cette façon-là, vous avez vu les chiffres, ça va croissant. Donc il ne faut pas que ça descende. 2025, 2026, 2026 jusqu'à 2030, 2040, il faut que les financements augmentent d'année en année pour que les produits soient tout disponibles. Pendant la période de mise en œuvre du projet, GRAFED et ses partenaires ont mené plusieurs actions de plaidoyer grâce à l'appui financier de Reproductive Health Supply Coalition. Le lait maternel est adapté pour répondre aux besoins du bébé dès sa naissance. Entre le 2e et le 5e jour après la naissance du bébé, la production du lait maternel augmente rapidement. Les bienfaits, les avantages de l'allaitement et du lait maternel sont exposés ici par le clinicien André Alionou au micro de Nasserine Fatoumbi, Francis Faye. La médecine conseille l'allaitement pour que l'enfant acquiert déjà beaucoup de bonnes habitudes et beaucoup de bonnes facultés pour son développement. On dit que c'est très très important au cas où vous êtes décrété inapte à l'allaitement, on vous fait une panoplie d'examens pour vous accompagner sur le plan médical. Maintenant, autre raison que cela, j'ai envie de dire, ça c'est souvent l'influence socio-relationnelle, l'influence sociale qui amène. Pour certaines femmes qui n'étaient pas ou qui n'étaient pas très prêtes pour être mère, parce que être femme ne veut pas forcément dire que vous pouvez ou vous voulez être mère. Donc, qui n'avaient pas l'option d'être mère ou qui veulent être mère pour faire plaisir au conjoint ou pour X ou Y raison, ou qui ne veulent pas être totalement mère. La médecine n'a pas décrété que vous êtes inapte,
Mais vous vous dites, parce que la maternité déforme le corps de la femme. Et si elle ne veut pas déformer son corps, pour ne pas dire déformer ses seins jusqu'à ce niveau, elle peut dire, selon les spéculations, ce que des gens auraient dit, mauvaises informations autour d'elle, penser qu'en allaitant l'enfant, ses seins vont tomber, elles ne vont plus avoir la même forme, elle sera plus jolie si les seins sont ci ou ça. Donc pour ça, elle va faire l'option peut-être de ne pas déformer son corps en faisant. Donc c'est aussi une question d'option ou influencée peut-être par la mode, influencée par les préjugés sociaux, culturels, selon le niveau ou le milieu dans lequel on vit. Sinon, jusqu'ici, si pour une raison médicale ou sanitaire, vous ne pouvez pas, on vous le décrit, on vous le prescrit et on vous accompagne sur le plan médical. Maintenant, toute autre raison, peut-être, comme je l'ai dit, influence sociale ou religieuse, parce qu'avec les nouvelles religions aujourd'hui, tout est possible. Je n'en sais rien, je dis n'importe quoi peut-être, mais ou religieuse, on ne le fait pas chez nous, on ne doit pas le faire. Ou personnel, individuel, elle a décrété que ses seins ne reviennent qu'à son mari, donc l'enfant, il va se débrouiller autrement, donc elle ne le donnera pas. Donc c'est plus une question de décision de la femme, que ce soit sous influence ou sans influence, mais ça reste la décision de la femme. La grande fraternelle du professeur David Kofi-Aza s'associe au Nord authentique et universel ordre de la Reine-Mère pour organiser la toute première édition de la grande libation du Bénin. Une libation collective pour les mânes de nos ancêtres qui se tiendra le samedi 2 novembre à 8h sur le terrain de football Rue Donou. Suivons au micro de Quentin Amsou, le président de la grande fraternelle David Kofi-Aza, qui explique les objectifs et le bien fondé de cet événement. La grande libation, comme son nom l'indique, c'est une cérémonie qui mettra en exergue les mânes de nos ancêtres. Vous savez, au niveau de chaque famille et selon les peuplades, nous avons diverses manières de célébrer les morts. Comme on le fait dans certaines régions, on donne à manger aux assins, on invoque les egungun, on invoque les togwezimpe, compte tenu de chaque région, les réalités qui s'y trouvent. Ceci se fait de façon, je dirais, clanique, donc familiale, donc au sein de chaque famille. Mais notre nation elle-même a son égrégore, qui est même constitutionnalisé, mais il n'y a rien qui se fait à l'instar du TOFA, par exemple, pour le FA pour la nation, à l'instar des Vodou Days, il n'y a rien qui se fait pour les membres de nos ancêtres qui sont même constitutionnalisés bien avant le Vodou ou encore le FA. C'est pour ça que nous avons décidé alors de fédérer toutes ces cérémonies-là au niveau de chaque aire culturelle, de fédérer en une très grande cérémonie qui va regrouper maintenant toutes les aires culturelles, donc tous les peuples au sein de notre nation, pour qu'ensemble nous puissions célébrer, parce que quand on nous met tous ensemble, nous avons des morts qui sont communs à nous tous, tels que les anciens rois, par exemple, qui ont une dimension territoriale de département, d'autres même de multi-départements, d'autres de communes, d'autres d'arrondissements. Nous allons célébrer ensemble tous ces anciens rois-là. Donc, nous allons les invoquer parce que rien ne se fait pour eux. Nous avons en commun aussi les anciens présidents de la République qui ont dirigé cette nation. Donc, l'objectif ici, c'est de pouvoir réunir tous ces défunts au sein d'un même creuset pour recevoir ensemble cette libation-là. Mais également, il faut dire que les objectifs que nous poursuivons, c'est de pouvoir permettre à ces défunts de mettre ensemble leur puissance, leur force,
pour que nous puissions faire face véritablement aux défis sécuritaires qui se présentent à nous aujourd'hui, parce que vous savez que nous sommes sérieusement menacés au niveau de nos différentes frontières. Nos frères et sœurs sont au front pour combattre des hors-la-loi. Mais par le passé, nos aînés, nos ancêtres avaient défendu ce pays, ont combattu ce pays contre les envahisseurs. Ceux-là, dans l'ombre, ils savent comment mener les guerres et avoir le dessus. Nous allons les ébranler pour que ce soit désormais eux qui aillent au front, sur le plan invisible bien sûr, pour faire face à ces malfrats-là, afin de repousser l'envahisseur pour que nos frères et sœurs qui sécurisent nos différentes frontières s'en sortent sains et saufs. Aussi, l'autre objectif est de pouvoir permettre à ce que, entre eux, au niveau de l'invisible, qu'ils puissent se mettre ensemble pour recevoir d'une seule voix la libation, afin que sur le plan visible, nous-mêmes ici, nous puissions nous mettre ensemble pour parler d'une seule voix pour le développement de notre nation. Actualité hors de nos frontières, à 3 jours de la présidentielle en Tunisie du 6 octobre 2024, le président Kais Saied est accusé de dérive autoritaire par les défenseurs des droits de l'homme et par des juristes du pays. Ils sont en effet plus d'une centaine d'universitaires à signer une lettre ouverte dans laquelle ils dénoncent la promulgation au journal officiel d'un amendement retirant au tribunal administratif son rôle d'arbitre en cas de litige post-électoral. Il faut noter que ce n'est pas la première fois que les professeurs tunisiens de droit font état de leur mécontentement. En avril 2024, ils avaient également demandé la libération de prisonniers dits politiques dont la période de détention provisoire de 14 mois a désormais été très largement dépassée. Autre information, le président du Parlement géorgien a annoncé ce jeudi 3 octobre avoir promulgué une loi qui restreint les droits LGBT+, contournant ainsi le refus de la chef de l'État de signer ce texte. Sur sa page Facebook, Shalva Papouachvili a précisé avoir signé la loi sur les valeurs familiales et la protection des mineurs que la présidente Salomé Zourabichvili n'a pas signé. Après ces informations hors de nos frontières, parlons de sport à présent. Le Bénin s'est qualifié ce mercredi en quart de finale de la première édition du mondial de Maracana à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Pour réaliser cette prouesse, les guépards maracaniens ont infligé une Bérésina aux Bleus de la France, 8-1. Avant le match, Marius Oké et ses coéquipiers savaient que tout autre résultat à part la victoire allait compromettre leurs chances de qualification. Issa Mazout Aboubakari, joueur de la sélection béninoise, dévoile la clé de cette performance. La clé de notre qualification, c'est d'abord l'union. L'union qui a eu entre les joueurs, entre le staff technique et puis l'union de tout un ensemble avec la fédération. Cette union-là s'était effritée lors du match contre la Guinée et on a dû se remobiliser pour affronter ce match qui a connu quand même un épilogue très heureux et nous espérons aborder les quarts de finale en toute confiance. Dans notre état d'esprit, il n'y avait pas de calcul à faire. Il fallait rigoureusement gagner par un score de 3 buts d'écart. On pouvait faire 17-14, 23-20, 17. Nous, on s'en foutait des buts encaissés. Il fallait gagner par un score de 3 buts d'écart. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un score de 8 buts à 1, vu la physionomie que l'équipe de France a montrée depuis le début de la compétition. Juste Fleury Dansou, le sélectionneur national du Bénin, abondant dans le même titre, tire les enseignements de ce premier tour. On l'écoute. Franchement, on ne pouvait pas s'y attendre, mais on était quand même venu pour la qualif. On savait que pour éviter de faire tout calcul, il fallait battre la France par un score d'au moins 3 buts d'écart. Et nous étions venus sur cette base, nous nous sommes préparés sur cette base. Et donc, ce n'est qu'un bonus si nous arrivons à aller jusqu'à 8-1.
Nous sommes arrivés, c'est pour aller jusqu'au bout et nous l'avons chaque fois dit quand on en a eu l'occasion. Même après la défaite contre la Guinée, nous avions dit que nous jouons entièrement notre chance et que nos ambitions ne changeaient pas. Et jusqu'à maintenant, c'est la même ambition qui nous anime. Donc nous avons frôlé le pire. Aujourd'hui, qu'on s'est relevé, je crois que cette victoire va nous permettre de nous remettre sur le droit chemin et d'aller de l'avant. La défaite contre la Guinée a été très douloureuse. Avec du calme, nous avons compris que nous avions perdu parce que nous avons joué sans nos fondamentaux. Nous n'avons pas su jouer notre jeu. Nous avons joué au rythme de l'adversaire, ce qui nous a beaucoup perturbés. Alors nous étions conscients que nos problèmes n'étaient ni techniques ni physiques, mais c'était dans l'état d'esprit. Alors nous avons pris tout notre temps à l'hôtel à se parler droit dans les yeux. On s'est dit les vérités et on s'est dit chacun que le match contre la France devait être l'occasion pour chacun d'écrire sa propre histoire. Donc c'est comme ça que nous avons abordé ce match comme des guépards blessés. Alors c'est ce qui a fait la différence. Bon, déjà, vous savez, la situation dans laquelle on était que même une victoire ne nous qualifiait pas directement. Il fallait gagner avec un gros score pour toujours avoir notre destin en main. Alors c'est pourquoi nous avons essayé de mettre toutes les occasions que nous avions eues, nous avons essayé de mettre le maximum. Parce que quand on regarde un peu avec du recul, le match contre la Jamaïque, on aurait beaucoup fait mieux, soigner notre goal différentiel. Contre la Guinée également, nous avons manqué de réussite. Donc aujourd'hui, on s'est dit que c'est l'occasion de se racheter. Alors la réussite a été de notre côté. Bon, voilà. Mesdames, Messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de l'attention. Bonne soirée à toutes et à tous.